Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est de retour, c'est le débat, hein. Oh là là, il y a du débat, même hors antenne. Même pendant les pauses. Je vous assurer, mais on a gardé des arguments pour ce coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la barre des 8 milliards d'êtres humains sur Terre est franchie aujourd'hui. Selon une estimation des Nations Unies, ce nombre a doublé en presque 50 ans et d'ici 2037, eh bien, nous devrions atteindre les 9 milliards. Quelles sont les conséquences de cette hausse de la population? Notre invité, Gérard-François Dumont, est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes professeur à la Sorbonne et président de la revue Population et Avenir. Et avant de revenir vers vous, un petit tour de table avec Philippe Bilger sur cette gestion de la Terre. Je ne dirais pas que j'ai révisé, mais j'ai noté que pour passer de 1 milliard à 8 milliards, il a fallu peu de temps, mais qu'en revanche, il faudra beaucoup plus de temps pour passer de 8 milliards à 9 ou 10 milliards. Alors, les banalités, j'ai cru comprendre, ça pose des problèmes en matière évidemment pour la famine dans les pays pauvres, pour le CO2, mais je voudrais poser une problématique sans doute discutable. Je regrette que face à cet accroissement de la population mondiale, on soit amené presque à souhaiter qu'elle ne s'invente pas, qu'elle ne naisse plus, qu'elle n'engendre plus les naissances, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on dit carrément il faut les contingenter. C'est extrêmement triste comme avenir. Absolument. Françoise Legois, un petit mot d'abord. Oui, pour dire que, voilà, moi je pense à 9 milliards. Je pense que ça engage des changements radicaux. On parle de l'environnement, parlons aussi de la crise alimentaire. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, et notamment avec la FAO, sur l'idée de comment va-t-on en 2030, c'est le chiffre que vous donniez, nourrir 9 milliards d'êtres humains, en sachant 2030, en sachant dans les années 30, en tout cas, en sachant que nous avons un tiers des récoltes vivrières qui sont perdues à la surface de la planète parce que elles ne peuvent pas être récoltées, elles ne peuvent pas être transformées, elles ne peuvent pas être conservées et transportées. Donc, c'est une vision globale qu'il faut avoir. Et là où j'entends ce que disait tout à l'heure François sur la question des compromis sur les taxes, je pense qu'il ne faut plus faire de compromis sur les productions industrielles et sur notamment ce co-développement. Comment est-ce qu'on aide par exemple les pays africains à ne pas perdre 30% de leur production? Ça, c'est un vrai sujet. François de Rugy, c'est vraiment votre sujet pour le coup. C'est surtout que moi je trouve qu'il y a une espèce de renversement qui s'est accompli, en tout cas dans un pays comme la France, où pourtant la démographie est plutôt stable. Enfin, on va dire le nombre d'enfants par femme est inférieur à 2, donc de fait, à terme, la population française n'augmentera plus, sauf peut-être par l'immigration. Pendant très longtemps, l'idée qu'on allait permettre aux femmes de choisir si elles voulaient avoir des enfants, et si elles voulaient en avoir 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc maîtriser la fécondité, c'était considéré comme un combat progressiste et c'était le combat des féministes, on peut le dire. Aujourd'hui, quand vous dites ça, moi je l'ai fait un jour dans une réunion en France organisée par le secrétariat d'État aux droits des femmes avec des associations féministes et j'ai dit il faut absolument avoir le même raisonnement pour les pays en voie de développement. Un exemple, le Niger. Niger, c'est un des pays les plus pauvres du monde, 150e au classement de l'indice de richesse par habitant et entre 6 et 7 enfants par femme. J'ai rencontré un jour le président du Niger, il m'a dit, c'est un musulman traditionnel. Il m'a dit, mon objectif numéro 1, c'est de maîtriser la fécondité. Bien sûr. Je raconte ça dans la réunion avec les associations féministes en France. Comment c'est affreux ce que vous dites, vous êtes néocolonialiste, vous voulez imposer le modèle occidental, c'est une honte, etc. Il faut surtout pas faire ça. François, c'est évident qu'il faut essayer. Pas d'abord pour des raisons écologiques, d'abord pour des raisons humaines, pour sortir de la pauvreté, pour sortir d'une forme d'asservissement pour les femmes, et ensuite aussi pour des raisons écologiques, parce que évidemment c'est plus difficile de régler les problèmes écologiques sur une planète où il y a de plus en plus d'habitants. On va poser la question à Gérard-François Dumont. Comment il faut accueillir cette information aujourd'hui? Est-ce que c'est un drame ou est-ce que finalement c'est la suite logique? Alors d'abord, c'est une information qu'il faut accueillir avec sens critique, dans la mesure où ce 8 milliards d'humains, c'est qu'un ordre de grandeur. On ne dispose pas dans tous les pays d'un système d'information statistique qui puisse donner un chiffre aussi précis. Donc ce qu'on nous annonce aujourd'hui est erroné en réalité, bien entendu. Le deuxième élément, c'est quand on parle des 9 milliards, là aussi ce n'est pas écrit.
c'est-à-dire tout dépend quelles seront les évolutions futures. Ce chiffre de 9 milliards peut être plus important si l'espérance de vie augmente davantage et si par exemple on fait des progrès dans la lutte contre le cancer, dans un meilleur suivi des maladies cardiovasculaires et s'il n'y a pas de guerre mondiale. Par contre, au lieu de 9 milliards, on pourrait s'abaisser à 6 ou 5 milliards s'il y a une guerre mondiale, si l'environnement est moins bien respecté, s'il y a de la sous-alimentation parce qu'il y a des mauvaises gouvernances, etc. Donc en fait, ce chiffre de 8 milliards, il mesure, cet ordre de grandeur, de 8 milliards, il mesure qu'ont été les progrès de l'humanité au cours de ces 2 derniers siècles. Puisque ce chiffre de 8 milliards, il est essentiellement lié à l'augmentation de l'espérance de vie. Il y a 2 siècles, l'espérance de vie était inférieure à 30 ans. Aujourd'hui, elle est environ en moyenne mondiale de 73 ans. Et donc, automatiquement, nous sommes forcément plus nombreux sur Terre. C'est le résultat des progrès considérables en matière médicale, puisqu'il faut quand même rappeler que dans des pays comme l'Europe, le taux de mortalité infantile a baissé de 99%, ce qui est tout à fait considérable, et des progrès en matière d'hygiène, en matière d'alimentation, en matière de diminution de la pénibilité du travail. Alors, par rapport aux observations des personnes qui sont autour de la table, il y a peut-être 4 remarques rapides à faire. La première, c'est effectivement, nous sommes en très forte décélération démographique, c'est-à-dire que le rythme de croissance de la population a considérablement baissé et continue d'ailleurs de baisser, dans la mesure où la fécondité baisse. Et pourquoi la fécondité baisse? Eh bien, elle baisse quand le taux de mortalité infantile diminue. Et c'est là où le président du Niger se trompe, c'est-à-dire s'il veut réduire sa fécondité, il faut qu'il réduise la mortalité infantile. C'est-à-dire qu'il faut que les populations du Niger soient conscientes que les taux de survie de leurs enfants s'améliorent. Et c'est uniquement comme ça que la fécondité se met à baisser. Et d'ailleurs, même dans le cas du Niger, si vous voulez, elle a commencé à légèrement baisser. Mais pas suffisamment parce que le taux de mortalité infantile est encore considérablement élevé. Concernant la question de l'alimentation, il faut rappeler que là aussi, tout dépend des méthodes culturelles. Rappelons par exemple que quand l'Inde avait 400 millions d'habitants, donc il y a environ 75 ans, on considérait que l'Inde ne serait pas capable de nourrir sa population. Alors bien sûr, il y a une partie de la population qui reste pauvre en Inde. Je ne dis pas le contraire. Mais à l'époque, donc dans les années 50, on considérait que la priorité en Inde, c'était de construire des ports pour que l'Inde puisse importer de la nourriture pour satisfaire les besoins de sa population. Aujourd'hui, l'Inde, grâce à l'amélioration de son système alimentaire, est exportatrice de production alimentaire. Jean-François Dumont, avant de poursuivre, on va faire réagir Philippe professeur, est-ce que, pardon pour cette question naïve, est-ce que l'augmentation de la population mondiale n'a que des effets négatifs dans le futur, ou bien est-ce qu'on peut trouver un effet positif de cela ? Alors, l'augmentation de la population mondiale, d'abord, ça n'a pas de signification locale. En réalité, nous avons un monde de plus en plus fractionné. Et donc, nous avons des pays dont la population diminue, à peu près une vingtaine de pays dans le monde, d'autres pays dont la population continue d'augmenter, mais par effet d'inertie, et dont on sait que leur population va diminuer, comme la Chine, qui n'est pas négligeable, et puis d'autres pays qui n'ont pas fini ce qu'on appelle la transition démographique. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est quand la situation des populations s'améliore. Il est sûr que dans les chiffres donnés au début, là, donc nous sommes 8 milliards, nous pourrions passer à 9 milliards. Si nous ne passons pas à 9 milliards, compte tenu des effets d'inertie en démographie, c'est qu'il y aura eu de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'il y aura eu des détériorations en matière d'hygiène, des guerres extrêmement meurtrières, des réseaux sanitaires moins bons et une incapacité d'améliorer la production alimentaire. Oui, on a aussi le problème des pays vieillissants. Je parle d'un pays que je connais très bien, qui est l'Italie, qui est le pays le plus vieillissant au monde avec le Japon. Moi, je trouve que je comprends la question de Philippe, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur, moi, le fait que la population mondiale augmente. Je pense que on a partout où il y a de la vie, il y a la décision aussi d'avoir du progrès. Moi, j'apprécie beaucoup que vous parliez de tous les progrès qui sont faits en Afrique. Ce qui me pose un problème, c'est la crise environnementale. Ce qui me pose un problème, c'est une forme possible d'effondrement et de collapsus. Ce qui me pose un problème, c'est la qualité
de l'alimentation. Ça n'est pas le fait que nous puissions nourrir tout le monde, c'est aussi comment nous nourrissons tout le monde, comment nous parviendrons à nourrir tout le monde. Non, mais je termine. Non, mais vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est ça mon sujet. Mon sujet, c'est celui-là. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur la planète et que là où vous avez raison, tout le monde aspire à une vie meilleure et que c'est vraiment l'essence même de l'être humain, c'est d'aspirer à une vie où on peut développer sa propre vie. Donc allons-y. Mais la question est dans une égalité très importante. Et la question alimentaire est la plus fondamentale pour moi. François, alors j'ai bien aimé votre formule disant il y a de la place pour tout le monde sur la planète. Parce que supposez qu'il y a un gouvernement mondial qui dise à tous les habitants du monde, vous quittez le continent où vous habitez, donc vous videz l'Europe, vous videz l'Afrique, vous videz l'Asie, vous videz l'Océanie, vous videz l'Amérique latine, et vous mettez donc vos 8 milliards d'habitants aux États-Unis. Alors vous allez me dire, mais c'est terrible, ils vont être serrés comme des sardines aux États-Unis. Eh bien non, la densité des États-Unis serait inférieure à la densité actuelle de la région Île-de-France. Incroyable. Oui, on peut les mettre en Russie aussi, le plus grand pays du monde. C'est plus froid. Voilà. Alors, sur les problèmes environnementaux, si vous voulez, le problème est aussi assez simple. C'est-à-dire, soit effectivement des pays améliorent leur qualité environnementale, et ceci est extrêmement bien pour l'augmentation de l'espérance de vie, mais quand l'environnement se détériore, et c'est le cas par exemple dans certaines régions de la Chine, eh bien automatiquement vous avez des taux de mortalité qui augmentent. Et les migrations de la misère, professeur, et les migrations de la misère qui continuent et qui commencent, elles sont déjà. Et alors, professeur, est-ce que vous confirmez que c'est bien un cercle vertueux où on sort de la pauvreté, on accède à la santé, on accède à l'éducation, qui permet de maîtriser la fécondité de façon voulue, choisie, donc de maîtriser la population et de continuer ce cercle vertueux de sortie de la pauvreté. D'ailleurs, je précise au passage, le président du Niger, non, je crois qu'il n'y a pas de mal donne, il est plus président d'ailleurs, mais il était très clair que c'était par l'accès aux soins, c'était par rapport à l'accès à la santé, mais il faut voir d'où on part. Un pays comme le Niger, il n'y a que 10% de la population qui a accès à l'électricité, par exemple. Oui. Mais est-ce que vous confirmez bien ça? Ce qui, du coup, par voie de conséquence, doit nous inciter quand même à envisager d'améliorer la croissance économique à peu près partout dans le monde, plutôt que d'aller vers la décroissance. Ah oui. Alors, il n'y a aucun doute, si vous voulez, que dans la période de transition démographique, le moteur de l'évolution de la fécondité, c'est la mortalité. Donc, en fait, autrement dit, il vaut mieux investir dans de la protection maternelle et infantile pour diminuer la mortalité infantile, pour diminuer la mortalité maternelle, c'est-à-dire la mortalité des femmes en couche et par fuite de couche, plutôt que de vouloir financer du planning familial. Parce qu'il n'y a aucune corrélation entre les financements du planning familial et la diminution de la fécondité. Par contre, à partir du moment où les mortalités diminuent, que les taux de survie des enfants s'améliorent, eh bien toute l'histoire de la transition démographique, c'est que les gens adaptent à la baisse leur fécondité, puisqu'ils savent que le taux de survie de leurs enfants s'est amélioré. François, 30 secondes. 30 secondes, juste pour répondre à François de Rugy, la croissance économique n'est évidemment pas la panacée. On l'a vu par exemple dans le modèle de développement de la Chine, partout, il est exact que la classe moyenne veut se développer. Et quand il y a croissance économique, la classe moyenne se développe. Quand la classe moyenne se développe, elle consomme. Et elle consomme de plus en plus de façon anarchique. Et on arrive à cette folie de la Chine que tu connais bien et qui est un pays que je connais bien, où cette classe moyenne est riche, s'est développée de façon dans la surconsommation et dans la surconsommation, entraînant évidemment aussi les difficultés environnementales. Merci. Donc ça ne peut pas être que la seule solution à la croissance économique. Merci beaucoup Gérard-François Dumont d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Professeur à la Sorbonne et président de la revue Population et Avenir. Vous restez avec nous dans un instant, on va jouer parce que c'est le moment où on se rend compte, on se dit mais est-ce qu'ils ont regardé l'actu? Est-ce qu'ils ont lu les journaux? Est-ce qu'ils ont fait attention aux petits détails qui pourraient qu'ils puissent perdre un point ou en gagner un autre? Et ben voilà. Détails, on le non, saura dans un instant. Attention, il y en a qui trichent. À tout de suite.